Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, sectionnement des câbles du TER, le ministre de l'Intérieur dénonce un acte criminel qui a mis en danger des centaines de vies. L'État poursuivra ses auteurs et les livrera à la justice, affirme Antoine Diome. Rôle des sapeurs dans la gestion des catastrophes et pandémies, les soldats du feu à l'honneur à l'occasion de la 3e édition de la journée des sapeurs-pompiers célébrée aujourd'hui. À la une également, la journée internationale de l'infirmière. Zoom sur ce métier qui passionne encore en ces temps troublés. Reportage à suivre. Et puis notre rubrique hebdomadaire, les bonnes feuilles de la rédaction, à l'affiche par devoir civique et militant. Le Sénégal, que je connais, une production littéraire de Talibouya Aïdara, à dévorer. Le sectionnement des câbles du train express régional ne restera pas impuni selon le ministre de l'Intérieur. L'État poursuivra ses auteurs et les livrera à la justice pour que force reste à la loi. Voici Antoine Diome en marge de la cérémonie de célébration de la Journée nationale des sapeurs-pompiers. Souligner avec force le paradoxe qui est constaté souvent parce qu'au moment où vous vous dévouez corps et âme à sauver des vies que vous ne connaissez pas. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, au péril de votre vie, d'autres personnes s'adonnent à des actes d'un incivisme inqualifiable. Et j'ai en tête la section des câbles du train express régional qui a mis en danger des centaines de vies humaines. Cet acte criminel qui a mis en danger, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des centaines de vies en danger ne restera pas impuni. L'État poursuivra ses auteurs et les livrera à la justice pour que force reste à la loi. Et un acte que dénoncent aussi les usagers du train express régional. Ils appellent à l'arrestation de ces individus. Le reportage de Dissa Prera et Abdoulaye Had. Criminel, voire terroriste, un sabotage qui aurait pu avoir des conséquences incalculables. Quelques jours après le vol des câbles de la voie numéro 2, les riverains condamnent fermement cet acte qui met en danger la vie et la sécurité des usagers. Le bandit qui a fait cela voulait mettre le feu au pays. Cela aurait déraillé le train et tué beaucoup de personnes. Le TER appartient à tout le monde. Le vandaliser, c'est vraiment saboter un bien public. Si le TER avait déraillé, cela pouvait entraîner une catastrophe et on allait dire que le travail n'était pas bien fait, alors que c'est l'œuvre de ces voyous. Des câbles sectionnés, volés pour être revendus sur le marché, un acte de sabotage aux antipodes des valeurs citoyennes et civiques. Ces malfaiteurs doivent être sanctionnés au moins de 10 ans de prison et même avec des travaux forcés. Car ça, c'est du sabotage. Regardez ce qui s'est passé avec le nouvel stade. Il est tout neuf, mais on l'a déjà vandalisé. Les auteurs doivent être sanctionnés par rapport à ce que dit la loi. Ils le méritent vraiment. Normalement, il faut Pour rappel, ce lundi 9 mai, 60 mètres de câbles servant à la circulation du train express régional ont été sectionnés puis emportés par les malfaiteurs, des actes de vandalisme qui ont soulevé la colère de toute la population de Dakar. Rôle des sapeurs dans la gestion des catastrophes et pandémies, c'est le thème de la 3e édition de la Journée nationale des sapeurs-pompiers. La cérémonie officielle a eu lieu aujourd'hui à la caserne de Maliksi, compte rendu avec Habib Faye et Diafar Abba. De moyens pour faire face aux catastrophes pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'État du Sénégal a décaissé 26 milliards de francs CFA pour l'achat de véhicules. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers dispose aujourd'hui des capacités nécessaires pour s'engager efficacement grâce à la cohérence de son organisation opérationnelle,
sa posture de veille 24 heures sur 24 et surtout ses ressources humaines et ses moyens matériels qui ne cessent de s'accroître. Un programme beaucoup plus ambitieux d'acquisition d'équipements et de matériel pour renforcer ces unités et surtout densifier le maillage du territoire national pour une couverture intégrale des départements et des zones à fort potentiel économique. Les soldats du feu sont toujours prêts à risquer leur vie pour sauver celle des autres. Pour améliorer leurs conditions de travail, depuis 2012, le Sénégal s'investit pour garantir des conditions optimales aux pompiers, d'où la création de l'École nationale des sapeurs. Le programme de réhabilitation et de construction des casernes Horizon 2030 pour améliorer les conditions de vie et de travail des sapeurs-pompiers sera mis en route très prochainement. Le ministre de l'Intérieur annonce la réhabilitation et la construction de casernes. Toutes ces mesures seront complétées par la revalorisation du métier de sapeur-pompier en tenant compte de la noblesse de la mission et de la dangerosité des opérations. Cette année, le thème porte sur le rôle des sapeurs dans la gestion des catastrophes et pandémies. Selon le ministre Antoine Diome, le statut particulier du sapeur est en phase de finalisation. Sauver ou périr, n'est-ce pas, Habib Ezoum, sur la 51e compagnie d'incendie et de secours de Saint-Louis, une brigade de 143 hommes avec les embouteillages monstres dans la vieille ville. Ils ont mis en place un dispositif, vous allez le voir, pour intervenir en cas d'accident. C'est un reportage d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous sommes à la 51e compagnie d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Saint-Louis. Le capitaine Ousmane Lo est le commandant de cette brigade. Pour une meilleure prise en charge des besoins de la population et pour une intervention en un temps record, le fourgon Pompeton FPT est installé à la place Abdoulaye Wade qui relie l'île, la Langue de Barbarie et le faubourg de Sor. Le but est d'intervenir très rapidement. Pour pallier à cette difficulté, le commandement a donné des instructions pour que, à chaque jour, de mettre un dispositif opérationnel au niveau du quartier Sor. C'est-à-dire une ambulance médicalisée au niveau du rond-point Khor et un engin de lutte contre les incendies au niveau de la place Abdoulaye Wade. À la sortie de la ville également, le dispositif mis en place veille au grain. En cas d'accident grave ou d'incendie, l'ambulance médicalisée est toujours en état d'alerte. Mais les accidents qui sont graves, parce que ce sont des ambulances médicalisées, il y a des médicaments qui sont à l'intérieur. Il y a par exemple des médicaments d'urgence. Si par exemple on a un patient, par exemple un blessé, qui nécessite ce genre d'intervention, les premiers soins, on les fait sur le lieu de l'accident. Saint-Louis est une ville entourée d'eau. La vedette ambulance acquise récemment assure les interventions dans tout le plan d'eau de Saint-Louis. Et au-delà de ça, il y a une nouvelle acquisition, une vedette ambulance qui est prépositionnée au niveau du port polonais. Le dispositif opérationnel de la compagnie des sapeurs-pompiers est très organisé. Chaque mois, plus de 30 interventions sont notées. Mais les Saint-Louisiens peuvent compter sur ces soldats du feu qui ont sauvé plusieurs vies depuis leur installation dans la capitale du Nord. Merci Ousseynou. Journée internationale de l'infirmière célébrée également aujourd'hui au Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer. Le représentant du ministre de la Santé en a profité pour magnifier le travail de ces blouses blanches. Voici au micro de Mariam Diaye, le directeur des établissements de santé. Mettre en place l'ordre national des infirmiers comme on l'a vu dans certains pays, mais aussi revaloriser leur rémunération, mais aussi voir comment optimiser le travail en renforçant les plateaux techniques qui pourraient éventuellement permettre à ces infirmiers de mieux faire leur travail. Mais aujourd'hui aussi, nous sommes inscrits dans une dynamique de réconciliation. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers événements qui sont déroulés ont eu en tout cas des effets sur le travail de ces infirmiers. Nous allons voir dans le meilleur des cas possibles comment abonder dans le sens de renforcer la communication, l'empathie, mais aussi tous les secteurs qui pourraient éventuellement permettre d'avoir la satisfaction des populations, mais aussi de voir les infirmiers mieux être considérés dans le travail quotidien. Et restons au centre Albert Royer à la rencontre de Adiarato Aminata Diop, une infirmière passionnée de son travail. Elle exerce son métier depuis 15 ans. Pour Adiarato, c'était une vocation, un rêve qui s'est réalisé. Son portrait réalisé par Mariam Diaye et Youssou Barro.
On était biologiste, on avait une trousse de secours. Donc si mes cousins avaient des blessures urgentes, c'est moi qui faisais les pansements. Donc c'est depuis bas âge. C'est avec ces mots qu'Adjaratou Aminata Diop aime raconter ce qu'il a mené à ce métier, un rêve d'enfant. Un rêve devenu réalité, puisqu'aujourd'hui, ces journées, la jeune infirmière les passe auprès de ses patients. Le matin, quand je viens, je prépare tous mes matériels, puisque je suis à la salle de soins, pour recevoir soit les bilans à faire ou bien quelques soins à faire. Donc on prépare la salle. Une infirmière en pédiatrie qui a vu évoluer le service d'accueil d'urgence du centre hospitalier national d'enfants Albert Royer grandir. Avant, c'était à la clinique SA. Donc après, on a fait SAU pour élargir, puisqu'on reçoit beaucoup de patients. Le contact quotidien avec les patients, une situation qui l'a poussé à mettre sur pied une association pour venir en aide à ces malades sans moyens. Ce qui me marque surtout, c'est les parents qui viennent sans avoir rien pour payer les ordonnances ou soigner leurs enfants. Un conseil pour la jeune génération? Ce que je les conseille est que d'abord, il faut avoir l'amour du métier. En cette journée internationale de l'infirmière, Adjaratou Aminata Diop n'espère qu'une seule chose, que la confiance continue de régner entre personnel soignant et population. Merci Mariem. En politique, rejet de la liste And Naoulé, la coalition dirigée par Serigne Mboup annonce vouloir épuiser toutes les voies de recours. La coalition a saisi la DGE, la Direction Générale des Élections, pour plus d'explications sur les motifs de rejet de sa liste. Voyons tout cela avec Ibrahima Kane et Pape Sangoné Mbaye. Écarté pour le moment des starting blocks pour la course aux législatives, la coalition And Naoulé ne comprend toujours pas le motif du rejet de sa liste pour le scrutin du 31 juillet prochain. Vous avez sans doute vu dans les médias et les réseaux sociaux que le parrainage de la liste And Naoulé And Liguey a été rejeté pour des motifs dont nous ignorons les détails pour le moment. Maintenant, c'est une première étape du processus qui est le rejet informatique du parrainage. Nous sommes presque sûrs que dans les dossiers physiques, nos parrainages sont au complet. Après la question liée à l'informatique, il est important de préciser que nous attendons tout de même les détails de ces rejets pour voir quelle sera l'issue de nos démarches. La coalition, dirigée par Serigne Mboup, dit avoir saisi la Direction Générale des Élections pour être édifiée sur le motif du rejet. And Naoulé est prête à se battre pour être rétablie dans ses droits si aucun manquement ne lui est reproché. S'il s'agit réellement de manquement de notre part, nous aurons la grandeur de l'accepter et féliciter les candidats qui auront franchi cette étape pour participer aux élections législatives. Par ailleurs, s'il s'agit d'une erreur matérielle, nous ne ménagerons aucun effort pour faire de nos voix et recours afin que notre candidature soit validée. Mais quelle que soit l'issue des démarches, la coalition And Naoulé And Liguey reste dans l'échiquier politique national et aura son mot dans ces prochaines élections législatives et même dans les élections à venir. Pour And Naoulé, il faudra attendre samedi pour savoir les vrais motifs du rejet de sa liste. En attendant, Serigne Mboup et les siens devront prendre leur mal en patience. Et concernant la liste départementale de la coalition Yewwi à Dakar, la liste n'était pas paritaire selon Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké. Par conséquent, le rejet était donc une évidence selon lui. Le voici avec nos confrères de la radio Futur Média. À Dakar, pour la coalition entre Yewwi et Wallu, c'est très simple. Khalifa voulait donner son propre poulet, le PDS voulait donner son responsable à Dakar. On a discuté pour que l'un retire ou l'autre retire, mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé un accord. Et après, on met les deux personnes, les deux hommes-là, sur la liste. Mais avant de déposer la liste, tout le monde savait que la liste avait 5 hommes et 2 femmes. Ah bon? Donc vous saviez que votre liste n'était pas paritaire? Tout le monde le savait. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on voulait tromper aussi la direction générale des sélections. Le PDS a proposé Joseph Sarr. Khalifa Sall a proposé Babacar Mbengue. Parce que Babacar Mbengue, c'est le poulain de Khalifa Sall qui est le maire de Hann Bel-Air. Mais aussi, le responsable de PDS, coordonnateur de Dakar, Joseph Sarr, est aussi responsable du PDS à Hann Bel-Air.
Personne ne veut sacrifier son poulet. Voilà ce qui nous a poussé à présenter 5 hommes et 2 femmes. Il n'y en a pas d'autres explications et autres choses. Peut-être on essaie de tromper aussi l'État parce qu'il y avait par la femme, parce que par là peut être femme ou peut être aussi homme. Peut-être on essaie de tromper aussi la vigilance, peut-être. Mais tout le monde savait qu'on a proposé 5 hommes et 2 femmes. Serine Baradolé, interrogée par El Hadj Ndiogou de la RFM. Alors maintenant, dans le sud, lancement officiel du projet SIFA à Marsassoum. Ce projet vise à former les jeunes dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, l'apiculture et la transformation des fruits et légumes. La zone choisie par les responsables du projet est une localité où on enregistre encore une forte immigration. Bakary Konté et Kaliyamé. Multiples potentialités naturelles, la région de Sédhiou est classée parmi les plus pauvres du pays. Les jeunes sans emploi sont souvent candidats à l'immigration clandestine. Tout le monde sait la problématique de l'emploi se pose avec beaucoup d'acuité. L'État est en train de chercher des voies et moyens pour éradiquer ce fléau. Raison pour laquelle je pense que, comme l'a dit l'autre, le retour vers la terre ne ment pas. Donc ce projet-là, je pense que si nous l'implantons au niveau de Marsassoum et que les jeunes s'en approprient, les populations s'y impliquent comme il se doit, nous sommes sûrs et certains que le projet va réussir. La zone du Djassi vient de bénéficier d'un projet dénommé SIFA. Les composantes de notre projet qui s'appelle Sahel Haute Opportunité sont au nombre de 3. La première composante, c'est l'artisanat. La deuxième, c'est donc la formation agricole. Et la troisième, c'est l'inclusion financière des femmes. C'est un projet régional qui touche 3 pays, donc le Burkina, le Mali et le Sénégal. Au Sénégal, on a 2 principales activités ou composantes, c'est la composante artisanat et la composante formation agricole. Na Maïmouna Djité, adjointe au maire de Sédhiou, est la présidente du GIE Sounou Avenir. L'accessibilité quand même de la zone Marsassoum, qui est vraiment sur la route nationale 12 avec le pont qui peut avoir facilement accès à d'autres grands marchés comme Bignona, Ziguinchor et peut-être jusqu'à Dakar avec le bateau. Ça va nous permettre d'installer ce projet-là pour pouvoir non seulement former les jeunes dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, la pisciculture, l'apiculture entre autres, la transformation de produits, également un peu la commercialisation. Et ça va également faciliter le commerce avec les femmes, nos mamans qui sont dans les marchés et tout ça, parce qu'elles se déplacent de temps en temps pour aller jusqu'au nord pour acheter des légumes, alors que nous avons une bonne terre ici au niveau de la Casamance. Les jeunes venus de toutes les localités de la région ont manifesté leur satisfaction et promettent de s'inscrire massivement pour participer à cette formation agricole. Merci Bakary. Quinzaine de l'Europe, les activités et événements, vous le savez, se multiplient à Dakar, mais aussi dans les régions. Le gouvernement du Sénégal magnifie la coopération avec l'Union européenne. Alassane Ba et Pape Sangoune Mbaye. Le choix du thème sur la jeunesse se justifie. Elle est au cœur du partenariat entre l'Afrique et l'Europe. L'Europe qui, depuis 3 ans, mène différentes activités pour célébrer sa coopération avec le Sénégal. Tous ces programmes, d'une part, correspondent à une volonté et une priorité très ferme du gouvernement sénégalais d'outiller, d'équiper la jeunesse à l'emploi, de développer les opportunités, mais aussi à une stratégie de l'ensemble de la Team Europe d'accompagner le pays justement à promouvoir des opportunités de réussite et d'accomplissement personnel et professionnel des jeunes ici dans le pays qui a besoin de sa jeunesse. Et vous connaissez, je pense, notre logo Tekifi. L'Union européenne renouvelle ainsi son engagement auprès de la jeunesse sénégalaise. Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, magnifie le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Le Sénégal et l'Union européenne partagent la vision d'un monde plus juste, plus équitable et sans discrimination. Je rajoute un monde qui est pour le respect de la loi internationale, qui est pour le respect du multilatéralisme, qui est pour le respect des droits de l'homme, qui est pour le respect de la démocratie et pour le respect de toutes ces valeurs civilisationnelles qui fondent le monde moderne. Notre quinzaine de l'Europe est ainsi l'occasion de célébrer cet engagement avec le continent et en particulier avec le Sénégal, avec qui nous avons établi un partenariat étroit, basé sur la confiance, le respect mutuel, un dialogue franc et ouvert.
Nous faisons face aujourd'hui, à l'échelle de la planète, à des menaces globalisées récurrentes, telles que la pandémie de Covid-19, des menaces sécuritaires, mais aussi à des défis majeurs, comme le changement climatique, la transition numérique ou la transition énergétique. Nous devons définir ensemble des réponses fortes, globales et concertées, qui se fondent sur les valeurs et les principes du droit international. Jeunesse au présent à Moulbaï, thème de cette quinzaine de l'Europe qui s'engage à établir un partenariat renouvelé avec l'ensemble du continent africain. Et malgré la situation préoccupante partout dans le monde, ces différents acteurs se disent confiants en leur capacité de résilience et leur détermination à défendre les valeurs de solidarité et de paix. Merci Alassane et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage Par devoir civique et militant, le Sénégal que je connais, une production littéraire de Talibouya Haïdara à dévorer. Note de lecture, Iboudou Famadouba. L'ouvrage, un recueil de chroniques, de reportages, d'articles ou de contributions, une partie de l'expérience de ce journaliste communiquant dans ses livres. L'économie, la sécurité, la santé, la culture, mais également la politique. C'est une façon pour moi, fils du Sénégal, de revenir sur certaines questions importantes et d'attirer l'attention des uns et des autres. Par devoir civique et militant, le Sénégal que je connais, un ouvrage qui a permis à l'auteur d'évoquer les faits saillants de la vie quotidienne. Ça ne parle que du Sénégal, ça parle de la situation, de l'impact des mines antipersonnelles dans l'économie de la Casamance naturelle, mais en général du Sénégal, parce que tout ce qui touche la Casamance touche le Sénégal. Ça parle des faits de société tels que la mendicité au Sénégal. Son œuvre, c'est aussi une célébration de quelques figures importantes de l'histoire du Sénégal. Que Seydou Badian Kouyaté, tels que Bara Diouf, tels que des hommes de culture comme Sembène Ousmane, le dernier voyage de Sembène Ousmane. Mais ça parle également de figures religieuses de la région naturelle de la Casamance. Journaliste communicant, ce cadre de l'APR n'a pas aussi manqué de parler de son engagement politique dans cet ouvrage. Parce que je suis également un homme politique. J'ai un parti et donc il arrive à des moments qu'il faut prendre des positions sur des questions bien déterminées. Si le président de la République qui a accepté de préfacer le livre, parce que le livre a été préfacé par le président de la République. Et je pense que c'est encourageant. Lançons-nous dans l'écriture parce que ça permet de travailler pour les générations futures. Par devoir civique et militant, le Sénégal que je connais, un livre du journaliste Talibouya Haïdara, une contribution pour éclairer l'opinion sur certaines questions et en même temps apporter des pistes de solutions. Merci Ibou. Et puis fenêtre sur le monde, dans l'actualité internationale, la première attaque meurtrière attribuée aux djihadistes au Togo, la recherche effrénée de 8 mineurs portés disparus dans une mine du centre-ouest du Burkina Faso depuis avril. Le récit de Daniel Diouf. Et la consternation au Togo après l'attaque terroriste qui a fait 8 morts dans le nord du pays mercredi. Des hommes armés ont pris pour cible un poste de sécurité à la frontière avec le Burkina Faso. Il s'agit de la première attaque djihadiste meurtrière dans ce pays. Les opérations de sauvetage se poursuivent dans la mine de zinc de Le choc et la consternation au Togo après l'attaque terroriste qui a fait 8 morts dans le nord du pays mercredi. Des hommes armés ont pris pour cible un poste de sécurité à la frontière avec le Burkina Faso. Il s'agit de la première attaque djihadiste meurtrière dans ce pays. Les opérations de sauvetage se poursuivent dans la mine de zinc de Perkoa dans le centre-ouest du Burkina Faso. Une course contre la montre pour tenter d'évacuer les flots qui ont inondé les galeries souterraines de cette mine le 16 avril dernier. 8 travailleurs, dont 6 burkinabés, un tanzanien et un zambien, sont toujours portés disparus
prise au piège dans l'une des galeries de la mine. Les équipes de sauvetage ont reçu des pompes électriques venues d'Afrique du Sud et du Ghana. Aucune certitude sur les chances de survie des travailleurs. Les inondations ont endommagé les systèmes électriques et depuis le 16 avril, plus aucun contact radio n'a pu être établi avec les mineurs coincés dans les galeries. Au Malawi, 3 hommes ont été condamnés par une haute cour à 155 ans de prison pour avoir tué une personne atteinte d'albinisme. Âgés de 44, 45 et 71 ans, ils ont été reconnus coupables après avoir avoué le meurtre d'un albinos de 23 ans en janvier. Et puis Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, attendu le 20 juin prochain au palais de justice de Bamako. Il doit être entendu dans une affaire d'attribution de marché public pour la fabrication de passeports maliens. Une affaire qui remonte à 2015. Jean-Yves Le Drian et son fils, dont le nom est également cité, sont soupçonnés d'atteinte aux biens publics et autres infractions aux dépens de l'État du Mali. À l'origine de cette convocation, une plainte de l'association malienne Maliko. Elle accuse Jean-Yves Le Drian, alors ministre français de la Défense, d'avoir profité de sa position pour tordre le bras à Ibrahim Boubacar Keïta, alors président du Mali. L'ancien président malien devait octroyer le marché de fabrication des passeports maliens à une entreprise française au détriment d'une entreprise canadienne. La France dénonce une énième provocation. Et puis en sport, la Ligue professionnelle de football prend des mesures pour lutter contre la violence dans les stades. Elle rappelle au respect strict des recommandations et à plus de sévérité contre les pratiques occultes sur les terrains. Cher Sadé Boudiara. Le football professionnel veut parer à toute difficulté en cette fin de saison 2021-2022. Elle donne plusieurs recommandations pour les 4 dernières journées. L'obligation de concevoir des schémas organisationnels sécuritaires, le renforcement du dispositif sécuritaire, la mobilisation des stadiers de la fédération. Vous savez que la fédération a formé assez de stadiers. Si un club est confronté à une difficulté par rapport à ce d'autres, il peut faire appel à ces stadiers. Là, les pratiques occultes, un gros problème. Aujourd'hui, on va demander à nos commissaires de veiller et de faire un rapport circonstancié par rapport à ces pratiques occultes. La gestion aussi des ramasseurs de balles. Vous savez que très souvent, il y a des contestations par rapport au comportement des ramasseurs de balles. La Ligue sénégalaise de football professionnel appelle également à plus de sévérité dans la lutte contre les pratiques occultes. Tout ce qui n'est pas prévu dans les lois du jeu, tout corps étranger, pour nous, est une pratique occulte et qui doit être sanctionné. Soit par un carton jaune, soit par une amende. S'il y a récidive, carton rouge, et ainsi de suite. Ça se déroule dans une compétition. Un match de football, c'est 90 minutes. Des arbitres, des acteurs. Et tout ça, c'est géré par la commission de discipline. S'il y a faute là-bas, c'est la commission de discipline qui est compétente. N'est-ce pas? Mais il faudrait qu'au départ, qu'on ait des rapports circonstanciés pour pouvoir se prononcer en bon droit. Après une 21e journée de la Ligue 1, émaillée d'incidents dans 3 rencontres, l'instance du football professionnel sénégalais est dans l'obligation de prendre des mesures pour combattre la violence dans les stades. Reste à savoir si elles vont porter leurs fruits. Et le Sénégal veut collaborer avec la Conféges pour une bonne participation aux Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Une annonce du ministre des Sports, Matarba, qui a tenu une séance de travail avec la Conféges sur la formation du jeune sportif. Le voici avec Cher Sadé Boudiara. Compagne à former, à accompagner effectivement la jeune génération, surtout les sportifs. Et que Madame la secrétaire générale a un plan d'action qui certainement qui est en train d'être déroulé et qui a besoin d'accompagnement de l'ensemble des collègues de la Conféges. C'est pourquoi je suis venu avec l'ensemble de mes collaborateurs pour une séance de travail pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de plus que ce qu'on faisait, parce qu'on a un chantier énorme et elle a engagé beaucoup d'innovations et ces innovations seront et doivent même être accompagnés par l'ensemble des ministres de la jeunesse et des sports de la Conféges. On a en vue les Jeux olympiques de la jeunesse 2026.
et elle est prête à accompagner les fédérations, accompagner l'État du Sénégal dans la formation et dans la prise en charge de ces jeunes pour assurer une bonne participation. Et puis la Basket Africa League, la balle est à quelques semaines de la fin de sa deuxième édition du 21 au 28 mai prochain à Kigali au Rwanda. En attendant, elle noue en partenariat avec Envol City pour une durée de 2 ans, ce qui va participer à une industrialisation sport au Sénégal et en Afrique en général. Voyons tout cela avec Mambiram Djouf. Pour une exposition mondiale de la qualité des produits africains, c'est l'objectif du partenariat de 2 ans, signé entre Basketball Africa League et Envol City. Le lien, c'est la qualité. Le lien, c'est la croyance en Afrique, aux talents africains. Le basketball, le bal, c'est vraiment le basketball africain, les talents africains qui sont mis en exergue. Et Envol City, Envol de façon générale, c'est les talents africains. Envol, c'est les jeunes Sénégalais, d'Africains de partout qui ont créé ce produit, qui ont fait des produits de grande qualité, vous l'avez vu. Un partenariat qui participe à développer les infrastructures sportives, entre autres objectifs. Pour nous, il est extrêmement important d'avoir des compagnies privées africaines qui partagent cette vision que nous avons de construire une industrie à travers le basketball, une industrie du sport qui va aussi être génératrice d'emplois, qui va encourager le développement d'infrastructures, de plus d'infrastructures comme Dakar Arena ou Kigali Arena, et aussi des cadres de vie et de travail comme le projet que Envol City est en train de mettre en place à Diamniadio et exposer ces opportunités au reste du monde. La Basketball Africa League est à sa 2e édition qui prend fin à Kigali le 28 mai prochain. Nous allons avoir des matchs très serrés sur éliminatoire direct. C'est un système de knockout, 8 équipes. Celle qui perd doit rentrer et voilà, le gagnant avance. Et on sent déjà vraiment l'énergie. En plein essor, la Basketball Africa League continue de nouer des partenariats et l'ambition de créer une industrie du sport en Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. La deuxième partie de Soir d'Info avec Binta Diallo. Vous recevez ce soir Madame Binta Sidibé Diallo. C'est à vous.